Voilà, c'est parti. Monsieur Larose? Oui. Ben oui, pas là. Ben oui, pas là. Merci, je vais prendre les présences, mais... Ah, utiliser mon téléphone comme si on C'est voit le micro rien. en dessous, hein, je peux pas croire. On voit juste un carton avec un F et un R. Oui, je sais, c'est volontaire. C'est pour garder l'anonymat de la personne qui parle. Voilà. Ah, ben, Est-ce que... Je vais juste ça tourner sert le à bord. rien de bord de le mettre. C'est le son. Ah, Le ok. son, ce sont les paroles. Vous allez quand même devoir écouter. Voilà, c'est parti. Excellent, ma chaise. Sensible. Une carte de crédit en plus. C'est pour moi? Bon, je pense que j'ai le temps de prendre les présences. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que Nao qui est absent? Non, merci. Nao t'es pas là ce matin, là. Ça ne tentait pas de venir. Ah, c'est sûrement une raison que ça, là. Ouais, sûrement. On le fait, là, mais bon. Ah oui, c'est vrai, je peux pas prendre les présences. Comment ça? Parce que vous êtes dans le cours de... On est en cours d'âge. Pas grave, je le mets pareil. Ça marche pas. Je le mets quand même. Vous pouvez faire la présence pour le cours d'âge quatrième. Saisir, effectuer, c'est l'essentiel. Bon, ça c'est beau. OK, votre attention, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. C'est synchronisé. Oui. Prévost, vous passez la 4e période ici. Vous savez qu'il y a un remplaçant qui vient remplacer Mme Corneau. J'ai switché avec elle. Ça marche, c'est beau. Vous venez ici à la 4e période. Skype entendu. Excellent. Bienvenue au secondaire. Tout ce que vous avez vécu avant n'était pas le secondaire. Ça commence aujourd'hui. Vous allez avoir un conférencier, auteur de romans policiers, et qui va vous expliquer comment faire une scène de crime. Voici comment vous serez évalué. Vous serez évalué évidemment pour le projet d'Inter. Et vous serez évalué aussi en français, pour le savoir écouter. Donc je vais voir si tu as été attentif, attentive lors de la conférence, je vais avoir une note pour ça. Et la façon que je vais évaluer l'histoire de ta scène de crime, c'est parce que moi, j'ai pris en note tout ce qu'il a dit ce matin. Je vais s'assurer qu'il le disait dans chacun des groupes, pour pas qu'il y ait d'erreur de ma correction. Et je vais corriger votre histoire à partir de ce que j'ai entendu dans ma conférence avec vous aujourd'hui. Donc, je ne te fournirai pas une belle feuille qui va te dire c'est quoi les 3 éléments auxquels il faut que tu fasses attention. C'est l'époque, là, où tu étais un petit peu arriéré, on appelait ça primaire. Là, je te dis pas ce que je vais évaluer. C'est M. Chabin qui va parler et tout ce qu'il dit est important. Bien sûr, on est en train d'enregistrer ça. Je vais déposer ça sur Classroom. Ça va être une belle capsule de 75 minutes audio à écouter. Moi, je te conseille de prendre des notes à la place. Ça risque d'être beaucoup plus facile de prendre des notes pendant la conférence que de te retaper les 75 minutes audio que tu vas arrêter à chaque fois. Cela étant dit, même si tu ne prends pas de notes parce que tu fais partie de ceux qui croient que ça va être correct d'écouter 75 minutes d'une capsule pour prendre des informations importantes, vous allez avoir des idées. Il y a des idées qui vont germer pour votre scène de crime à mesure que la conférence va avancer. C'est super important que tu les prennes en note parce que qu'est-ce qui arrive aux bonnes idées? On les perd rapidement. Il faut les prendre en note. J'ai plus rien à dire, alors je vous cède le micro. Oui? Non, on ne ferme pas la porte. Salut! Non, c'est pas ça. C'est qui, lui? C'est qui? Ben, je sais pas, il y a du monde qui est... Des voyous qui m'ont reconnu. Non, non, j'ai plus l'impression que c'est Simon qui va rentrer de partie. Ok, bonjour. Donc je vais passer toute la séance avec vous. Je vais vous parler de scène de crime, vous expliquer comment on fait une scène de crime. Je peux même vous expliquer comment on tue des gens. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de noter, par exemple. Mais enfin, ça peut avoir un petit intérêt dans la scène de crime. Donc en principe, mon discours est relativement structuré. Mais comme je n'ai pas de mémoire et que c'est la 3e fois de la journée, il se peut que je ne dise pas les choses dans le même ordre que ce matin. Donc Christian va me surveiller et si j'oublie des choses, il va me le dire. En principe, j'oublie rien, c'est que c'est dans un ordre différent. Avant d'aborder spécifiquement la scène de crime, je vais vous parler pendant, j'ai gardé 10 minutes, un quart d'heure maximum, pour vous expliquer ce que c'est que mes romans. Du moins, qu'est-ce que c'est que mes romans policiers. Bon, je suis auteur de romans policiers, c'est pour ça qu'on m'invite en général dans les écoles. Et pourtant,
première contradiction, le roman policier, j'aime pas ça. J'en lis pas parce que je trouve ça poche, je trouve ça ennuyeux, je trouve ça invraisemblable, je trouve que ça ressemble à rien. Pourquoi écrire des romans policiers qui ressemblent à rien? Pourquoi est-ce que les auteurs policiers persistent à écrire des romans sur des choses qu'ils ne connaissent pas? Parce que la plupart des auteurs de romans policiers ne connaissent pas de criminels, ne connaissent pas de police, ils ne connaissent pas grand-chose aux histoires qu'ils racontent. Et ça m'énerve énormément. Alors, dans mes romans, je fais toujours très très attention à ce que je raconte soit vrai, ou du moins le plus vrai possible. Il faut que ce soit très réaliste. Je n'écris pas d'histoires invraisemblables, même quand elles ont l'air invraisemblables. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle mes romans des romans policiers? C'est parce que c'est des romans dans lesquels il y a des crimes. Mais vous avez lu Le Canal de la Peur. Si ça vous amuse, vous pouvez lire d'autres de mes romans. Il y en a quand même de quoi lire pour jusqu'à la fin de vos jours, parce que j'ai écrit beaucoup. J'ai dû publier quelque chose comme 90 romans. Alors là-dessus, des romans policiers, il y en a peut-être une quarantaine. Hein. Je n'ai pas fait que ça. Mais j'en ai quand même écrit beaucoup, dont certains assez compliqués. Mais ils ont pratiquement tous la même caractéristique en commun. Il n'y a pas de policiers dedans. Donc appeler ça des romans policiers, c'est un mensonge. Dans mes romans policiers, il n'y a pas de policiers. C'est plutôt des romans noirs, des romans criminels, on peut appeler ça comme ça si on veut. Alors pour quelle raison? C'est d'ordre privé, c'est j'aime pas la police, donc je ne veux pas en parler, c'est tout. Ça a une conséquence, par exemple. Il faut toujours accepter les conséquences de ces actes. Pour moi, puisque je ne les connais pas, je ne peux pas en parler. Donc, je ne peux pas mettre des personnages de policiers dans mes romans parce que je ne les connais pas en réalité. Je connais très mal leurs procédures. Je ne peux pas me mettre à leur place parce que je peux me mettre à la place de n'importe qui, d'un chien, d'une vieille dame, d'une jeune fille, d'un ado. Mais je ne peux pas me mettre à la place d'un policier. Ça, c'est plus fort que moi. Ça ne passe pas. Donc, je ne peux pas en parler dans mes romans. Vous aurez peut-être remarqué aussi dans Le Canal de la Peur que les criminels, les vrais grands criminels, on les voit quand même d'assez loin. On ne les approche pas, on ne les entend pas vraiment, enfin si je me souviens bien, ça reste des personnages qui sont en arrière-plan. Donc finalement, de quoi je parle dans mes livres? Essentiellement des victimes et des gens qui tournent autour de situations criminelles. Alors les personnages comme Sarah, Liviu, Joe et tout ça, ce ne sont pas des criminels. Ce ne sont pas non plus des enfants de cœur, ce ne sont pas des gens très très gentils, je ne sais pas si... Non, ce ne sont pas des gens comme vous, tout à fait. C'est quand même des marginaux. Il y a peut-être des marginaux parmi vous, quelques-uns, j'en sais, mais en général, je ne pense pas qu'il y en ait tellement. Moi, je parle de marginaux parce que j'aime bien voir ce dont je parle, j'aime bien le voir d'un point de vue extérieur. Et ces personnages-là, Sarah et les autres, vont toujours raconter une histoire de leur point de vue qui n'est ni le point de vue des criminels, ni le point de vue de la police et de la justice et du droit ou du bon droit. Le droit, je ne sais pas ce que c'est, le bon droit encore moins. Moi, j'ai des personnages qui se trouvent pris dans des situations dramatiques ou criminelles et qui vont essayer de s'en sortir. Alors pourquoi je choisis ce genre de personnage-là et pourquoi je choisis le genre de criminalité ou de délinquance qu'on va retrouver dans mes livres? C'est assez précis et assez ciblé. Comme je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas, je ne vais jamais écrire un roman sur le crime financier, par exemple. Des gens qui volent des milliards, ou des millions, mais souvent des milliards, ça existe, ça s'appelle des banquiers. Comment ils font? Je ne sais pas. Sinon, je serais banquier, je ne serais pas ici. La mafia, bon, je sais ce que c'est, comme vous, mais pas plus. Les gens de la mafia, je n'en connais pas. Il y en a, je sais, bon, le Risuto, oui, je vois qui c'est, mais je ne lui parle pas, ce gars-là, je ne veux pas le connaître. Je n'ai jamais parlé avec eux, je ne veux pas me mêler de leurs histoires, ça sent trop mauvais, je ne veux pas avoir affaire avec ces gens-là. Donc comment est-ce que ces gens-là réagissent vraiment dans la réalité? Comment ils combinent leurs affaires criminelles? Je ne sais pas. Donc j'écris pas de roman là-dessus. Vous verrez jamais de motards criminels dans mes romans. Eux non plus, je ne les côtoie pas, pour une raison simple, là j'avoue, j'ai peur de... pas aller m'embêter à leur parler. Finalement, qu'est-ce qui reste dans mes romans? Vous allez très très souvent avoir des histoires basées sur le trafic de drogue, le proxénétisme, la prostitution. Surtout le proxénétisme, qui est l'envers de la prostitution en fait. Vous savez ce que c'est le proxénétisme? C'est ceux qui exploitent les prostituées et qui font tous les bénéfices alors que les prostituées font toutes les maladies. C'est à peu près, en gros, vous pourrez expliquer ça comme ça. Elle gagne rien. C'est très rare. Donc ça, c'est des genres de crimes dont je peux parler parce que je les connais bien. Ça, je connais assez bien comment ça se passe. Le trafic de drogue, je connais assez bien. Alors, vous allez dire pourquoi? Est-ce que c'est que je suis trafiquant de drogue? Est-ce que c'est que je fais travailler des filles? Non, quand même pas. Mais
j'ai deux sources d'inspiration. On va appeler ça inspiration à défaut d'un autre mot. J'ai deux sources d'inspiration qui me permettent de travailler mes livres. D'une part, j'ai des études universitaires sur ces sujets-là qui sont des sujets qui m'intéressent personnellement. Donc des études, des professeurs d'université, surtout de Montréal, comme ça je ne vais pas me taper des traductions d'anglais ou d'autres langues, qui ont étudié les gangs de rue, qui ont étudié la prostitution juvénile, qui ont étudié les rapports de gangs de rue, comment ça se fonctionne, comment ça se crée, comment ça disparaît, etc. etc. J'en ai lu beaucoup. Évidemment, je ne vais pas sur Wikipédia pour chercher mes informations. C'est bien pour débuter ou pour trouver des choses générales. Je vais plus loin. À part Internet, il y a des choses qui sont fabuleuses, qui s'appellent des bibliothèques. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais alors, la bibliothèque, c'est vraiment autre chose qu'Internet. Là, vous trouvez des études beaucoup plus sérieuses. Ce que je ne trouve pas en bibliothèque, je le trouve sur le site des universités, où je vais télécharger des thèses de doctorat ou des maîtrises de doctorat en criminologie. Et là, je trouve plein d'informations sur mes sujets. Mon autre source d'inspiration, c'est très personnel, c'est très privé, c'est mes propres rapports et mes propres discussions avec des délinquants. Ça, c'est même presque la partie la plus importante pour moi, parce que quand je dois faire agir des criminels ou des délinquants dans mes livres, j'aime bien savoir, en vrai, comment ils sont, comment ils pensent, comment ils s'imaginent être, d'où ils viennent, pourquoi ils ont fait ça, etc. etc. Ça, on ne trouve pas trop les réponses dans les études universitaires. Je les trouve dans ce qu'eux-mêmes me racontent. Alors, où est-ce que je croise des criminels? C'est pas, je ne vais pas me trimballer à Montréal-Nord ou dans des coins comme ça la nuit. J'y vais, mais enfin, j'y suis rarement allé la nuit. Je les rencontre dans les endroits où on va les trouver d'une façon où ils ne peuvent pas partir trop facilement. Je les vois en prison, quand je vais en prison. Alors, je ne vais pas en prison comme pensionnaire, hein. Je vais en prison comme auteur invité. Donc, j'ai jamais vécu en prison. Je suis quand même assez malin pour ne pas me faire prendre. Non. Mais je fais des visites de prison, et là, je parle avec des gars qui sont... Il y en a un, une fois, qui m'a dit « Oui, mais c'est injuste, on nous a mis en prison. » Je dis « C'est pas injuste du tout, tu es là parce que tu y es venu, parce que tu as fait quelque chose qui te conduit en prison, c'est bien fait pour ta gueule. Tu n'avais qu'à pas le faire. » Alors là, ça met tout de suite l'ambiance, et après, ça se passe bien. Donc, ces garçons-là sont assez bavards. Je dis les garçons, c'est pas qu'il n'y a pas de filles criminelles, c'est que les prisons, c'est pas mixte. Et que je ne vais pas dans les prisons pour femmes. Pas parce que je veux pas, parce qu'on ne m'y a jamais invité. Autrement, je fais pas mal d'interventions dans des centres jeunesse, moins maintenant parce que ça devient de plus en plus dur émotivement pour moi. Il y a une énorme misère affective et financière. Enfin, je trouve ça tellement miséreux que j'ai plus tellement envie d'y aller. Et mon troisième lieu de rencontre, c'est les écoles pour adultes. Alors les écoles pour adultes, c'est pas des écoles avec des vieux messieurs à cheveux blancs qui viennent apprendre à lire. Si à mon âge tu sais pas lire, c'est foutu. Hein, fais autre chose, fais de la poterie, comme ça. Donc, ce sont des jeunes adultes. Ils ont en général entre 18 et 25 ans, et ils sont en secondaire 2, 3, 4. Je ne sais pas pourquoi, j'ai rarement vu des secondaires 5. Je pense qu'ils décrochent avant. Mais bon. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont cet âge-là, alors qu'ils sont à votre niveau? C'est pas qu'ils sont plus bêtes que vous. Enfin, pas forcément, en tout cas. C'est simplement qu'ils ont passé leur jeunesse, quand ils avaient votre âge, au lieu d'aller à l'école, ben, ils traînaient dans les gangs. Il y en a qui ont fait de la prison, il y en a qui vont faire de la prison, il y en a qui sortent de prison, qui vont y retourner, parce qu'ils me racontent leurs trucs. Je les retrouve des fois des années plus tard, je dis « Tiens, t'es plus en prison, toi ?» Il dit « Non, j'ai décidé de plus y retourner, je travaille maintenant, je reviens à l'école. » Puis l'année suivante, je demande des nouvelles du gars, on me dit « Ah, il est monté en grade, il est dans un pénitencier fédéral maintenant, en Ontario. » Ça veut dire qu'il est passé à des peines de prison supérieures à 3 ans. Donc je vois des gens comme ça, je vois des prostituées, je vois d'anciennes prostituées, et tous ces gens-là me parlent, pas de la même manière tous, mais ils me racontent leurs histoires. Ce qui fait que je sais ce qu'ils ont dans la tête, je sais ce qui les motive, je sais à peu près pourquoi ils ont échoué dans une situation comme ça. Je connais souvent leur situation familiale qui n'est pas très très favorable, mais des fois c'est pas le cas. Des fois il y en a qui viennent de familles très bien, enfin apparemment très bien, et ils se retrouvent comme ça à faire du gangstérisme ou du proxénétisme. Donc ça, c'est ma source d'inspiration la plus forte, parce que c'est du vécu. Je vais parler dans mes romans de choses que je connais presque personnellement. Alors, pas complètement personnellement, parce que moi, j'ai jamais fait partie d'un gang de rue, mais d'un autre côté, puis je ne veux pas parler trop de ça, m'étendre là-dessus, mais c'est vrai que quand j'avais 20 ans,
je participais avec certains groupes à certaines choses que je ne veux mieux pas vous dire, mais je ne fais plus ça maintenant. C'est fini, là, je suis un monsieur très sage. Enfin bon, je n'ai jamais fait de prison parce qu'on ne m'a jamais pris. Voilà. En gros, c'est ça. Donc tout ça, c'est un peu pour vous expliquer comment fonctionnent mes romans. Comment fonctionne le fond de mes romans. De quoi je parle? De la criminalité, de la petite criminalité, de la criminalité qui est la plus répandue. Les trucs exotiques, là, les meurtriers en série avec du sang partout et des rituels de mort, ça ne m'intéresse pas. Au Québec, il n'y en a pas eu depuis au moins 50 ans. Puis s'il y en a aux États-Unis, bah, ça regarde les Américains, moi, c'est pas mon problème. Mais je ne parle pas de choses qui n'arrivent presque jamais ou qui ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse dans mes récits, c'est de parler presque de la vie de tous les jours. Alors, tout le monde n'a pas une vie de délinquant, mais on sait qu'il y en a. Les gangs de rue, ça existe. Les prostituées, il y en a. Les trafics de drogue, il y en a partout, y compris à Oka, je suis à peu près certain. Donc, c'est des choses qui sont communément répandues. Et c'est là-dessus, c'est de ça que je parle. Et je le fais de telle manière que je n'écris pas des apologies du crime. Normalement, ce n'est pas parce que vous allez lire un de mes livres que vous allez décider d'être criminel. Je pense que c'est plutôt le contraire. Ça m'intéresse de montrer l'échec de la criminalité. Et comment s'en sortir. C'est pas facile. Je comprends que ce soit pas facile. Moi, j'ai failli devenir comme ça. Je ne suis pas devenu comme ça, mais j'aurais pu, vu d'où je venais. Donc, moi, ça m'intéresse d'avoir un petit peu une écriture utile. Vous dire ça, utile. Mais en même temps, et surtout, il faut que ce soit très proche de la réalité. J'aurais peut-être pas trop le temps d'expliquer comment dans certains... Je vais peut-être juste raconter l'histoire de Chien de rue, là, à la fin. J'ai le temps? Oui, tout juste. Un de mes derniers romans s'appelle Chien de rue. C'est un roman qui parle d'un garçon qui s'appelle Marco, qui va intégrer un gang de rue à la suite d'événements qui le dépassent complètement. Il va entrer dans un gang de rue, puis petit à petit, il va commencer à gravir les échelons. Pas très loin, parce que très très vite, il va se retrouver en prison. En prison, ce Marco rencontre un autre type qui l'approche, qui lui pose des questions bizarres. Un type inquiétant, assez grand, baraqué, peut-être 26, 27 ans, 28 ans. Un gars vraiment dont Marco se méfie. Marco le connaît, ce gars-là. Il s'appelle Big T, il se fait appeler Big T, c'est son nom de gang, et c'est un gars du même gang que lui. Mais Marco le connaît très très peu parce que Big T, c'est pas un wannabe, c'est un des chefs du gang. Il est à un très haut niveau, donc Marco, il le voit de très très bas. Et ce Big T n'arrête pas de poser des questions à Marco sur un autre membre du gang qui est aussi très très haut placé dans la hiérarchie. Marco ne se sent pas à l'aise avec ça, il pense qu'on essaye de le piéger. Et en fait, il comprend que le nommé Big T a été pris par la police, il a été mis en prison, non pas parce que les policiers étaient plus malins que lui, mais parce qu'il a été vendu. Il a été vendu par cet autre gars qui est très haut placé dans le gang. Donc il a été trahi, c'est ce qu'on appelle un snitch, un traître, une balance. En France on dit une balance, c'est un snitch, c'est la même chose. Et il a été trahi par ce gars-là, et c'est pour ça que la police l'a pris. Et Big T n'a qu'une envie, c'est de se venger. Et pour se venger, il essaie de faire parler Marco, parce qu'il sait que Marco a vu quelque chose. Il sait que Marco a assisté à une scène de meurtre dans laquelle le meurtrier, c'est ce snitch, ce gars qui l'a trahi. Donc Big T se dit, si Marco arrive à me raconter la scène, je vais gagner ma vengeance. Pourquoi? Big T s'est arrangé avec l'administration de la prison pour lui fournir un magnétophone, un petit enregistreur, et quand Big T réussit à faire parler Marco sur la scène de crime à laquelle il a participé, il l'enregistre. Ce qui fait que ça va servir de preuve en justice, et ça va faire tomber le snitch. En gros, c'est ça cette histoire. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que ça a donné lieu à un événement assez bizarre pour moi. Quand j'ai eu terminé mon roman, c'est basé sur plusieurs éléments d'histoire vraie que j'ai recueillis dans mes entrevues avec des jeunes. Et je m'étais dit, il y a quand même des scènes dont je n'étais pas sûr, notamment les scènes de prison. Parce que oui, quand je vais dans une prison, je suis comme visiteur, mais je n'ai jamais pris une douche en prison. Je sais que ce n'est pas toujours très facile, mais je voulais être sûr que mes scènes étaient bien décrites. Donc j'ai appelé un enseignant que je connais depuis des années, qui travaille dans une école pour adultes. Et lui, son public d'élèves, c'est pour à peu près 50% des gars de gang, des gars qui sortent de prison, des dealers, des prostituées, des proxénètes, des choses comme ça. Il en a beaucoup dans sa classe chaque année. Je le sais, je les connais, je parle avec eux, beaucoup, beaucoup. Il y en a que je revois année après année.
Et je lui ai dit, écoute, je viens d'écrire un roman sur les gangs de rue. Si je t'envoie le manuscrit, est-ce que tu peux le lire à tes élèves? Et j'aimerais qu'ils fassent leurs commentaires, pas me donner leur avis, je m'en fiche. Je veux qu'ils me disent, est-ce que ce que j'ai écrit, c'est réel? Est-ce que d'après leur expérience, c'est vraiment comme ça que ça se passe dans les gangs? Il m'a dit, oui, on va essayer. Donc je lui ai envoyé le texte. Puis quelques semaines plus tard, il m'envoie un message en me disant, c'est bon, j'ai lu le texte, j'ai lu ton roman avec les élèves. C'était intéressé, là, ça leur parlait vraiment, ils avaient des tas de commentaires, des questions, etc. etc. Donc je lui dis, oui, bien, peux-tu m'envoyer les commentaires? Il me dit, non, mais tu viens à l'école, ils vont te les faire, les commentaires. Tu vas rencontrer ma classe, et eux vont te dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien dans ton histoire. Donc j'y suis allé, et bon, j'étais assez content de voir que, dans le fond, ils étaient tous d'accord sur la manière dont je racontais les histoires. Sauf un petit détail, mais je n'aurai pas le temps, je vais sauter le coup du pistolet. Donc il y a juste un petit détail, mais je n'ai pas le temps. Mais il y a une réaction assez curieuse. Il y a un élève qui était assis au fond, un genre taillé à peu près comme ça. Tu sais, celui que quand tu lui marches sur le pied, c'est toi qui dis pardon. Et depuis le début, il me regardait avec un petit air, petit sourire en coin comme ça, mais sans rien dire. Puis à la fin, il lève la main et il me pose une question que j'ai jugée stupide et à laquelle je ne voulais pas répondre, parce qu'il me dit, moi j'ai une question, voilà. Est-ce que Big T est noir? Je dis, mais attends, c'est quoi cette histoire? Ça veut dire quoi? Lisez mes romans, vous n'aurez jamais la mention de la couleur des gens qu'il y a dedans. Dans mes livres, il y a des noirs, des blancs, des latinos, des asiatiques, il y a de tout, sauf que je ne le dis jamais. Ça ne m'intéresse pas, ça ne fait pas partie de mes préoccupations. Alors pourquoi ce gars-là me demande ça? Plus lui, il était noir aussi. Alors je lui dis, ta question est tout à fait incorrecte, je ne répondrai pas à cette question-là, ça ne te regarde pas, et ce n'est pas le propos. Mais lui, il ne se démonte pas, je pensais qu'il allait se vexer, il me fait, ouais, non, de toute façon, je sais qu'il est noir. Tu sais qu'il est noir? Mais comment ça? Je l'ai écrit nulle part. Je dis, comment tu peux le savoir? Il me dit, je le connais. Tu le connais comment? J'étais en prison à Rivière-des-Prairies il y a 2 ans avec lui. Je l'ai reconnu dans ton histoire. On sait, tout le monde, d'autres que moi le savent, on le reconnaît bien dans ton roman, ce gars-là. Qui ne s'appelle pas Big T, c'est le nom que je lui ai donné, mais lui, il le connaissait. Alors maintenant, quand un journaliste ou quand des gens me disent que mes romans, c'est pas très réaliste, ou que je parle ou que j'invente, ou que je brode, ou que je fais n'importe quoi, je dis non, ça va pas. J'écris, c'est tellement réaliste ce que j'écris, que des gens qui m'ont servi de modèle et qui ont fait de la prison dans mes romans, je trouve d'autres qui les ont connus, qui ont fait de la prison au même moment. Si ce n'est pas des histoires vraies que je raconte, je voudrais bien savoir ce que c'est. Et effectivement, l'histoire de Big T, je ne l'ai pas inventée, je l'avais prise dans une étude de criminologie. Donc, tout ça pour vous montrer que mes romans, c'est pas du tout c'est de la fiction si on veut, mais c'est de la fiction basée sur la réalité. Et pourquoi je vous explique tout ça avant vraiment d'entamer notre atelier sur la scène de crime, c'est que si vous voulez décrire et ensuite raconter un récit basé sur une scène de crime, il faut être le plus réaliste possible. Raconter des histoires invraisemblables, des histoires... vous aurez souvent tendance à coller des histoires d'ADN et de machin et de bidule, parce que vous avez trop vu CSI, ça ne marche pas. Oubliez ces choses-là. Ne parlez que de choses que vous connaissez un peu ou avec lesquelles vous êtes familier. Et ça va jouer surtout pour la construction de la scène de crime. Donc ça, je vais y revenir. La scène de crime, c'est avant tout un lieu. Mais avant de parler de ça, on va commencer par typer les personnages. Alors, le travail que vous aurez à faire et sur lequel vous serez noté, c'est donc élaborer une scène de crime et en tirer un récit qui fera à peu près dans les 500 mots, je pense que c'est ça. Récit policier, récit criminel, il faut un crime. Tout de suite, on va mettre les choses très précises, le plus précisément possible. On va prendre un meurtre. Moi, je vais vous faire les exemples que je vais citer, les travaux pratiques en quelque sorte, même si je ne tue pas quelqu'un en vrai, ce sera basé sur un meurtre. Il y a d'autres crimes, mais vous risquez d'avoir beaucoup plus de problèmes à les mettre en scène. Enlèvement, chantage, extorsion de fonds, choses comme ça, c'est plus dur. C'est possible, hein, vous faites ce que vous voulez, mais c'est plus difficile. Donc, moi je vous propose le modèle du meurtre, parce que le meurtre, c'est ce qu'il y a de plus facile. Tuer quelqu'un, c'est pas compliqué. Vous prenez une arme et vous tuez. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Se jeter du 20e étage aussi, c'est facile. Tu ne vas pas le faire. Bon. Alors,
Ah ben c'est magique. J'ai effacé les Ah, il ne me semblait pas que je venais de le faire. Donc le triangle, que j'appelle le triangle de la mort, là, ça représente le trio au niveau des personnages qui va être absolument essentiel. C'est autour de ça que tout va s'articuler. Donc là, vous avez 3 personnages essentiels à ce genre de récit, c'est-à-dire un meurtre avec du suspense. Ça ne veut pas dire que c'est les personnages principaux, c'est pas tout à fait la même chose. Les personnages principaux, ça peut être celui-là, ou un des 3. Bon. Dans un récit comme ça, il faut qu'il y ait ni trop peu. Seulement 3 personnages, c'est clair que ce ne sera pas suffisant. 10, ce sera beaucoup trop. Avec 500 mots, vous n'avez pas de place pour écrire un roman. Vous allez écrire une courte histoire. Donc, à part les 3 personnages essentiels, vous avez la possibilité d'en prendre 2. Pas plus de 2, sinon vous allez souffrir le martyre. Ça va déborder de partout. Alors, à vous de jouer. Les 3 essentiels, c'est qui? Quel est leur rôle dans l'affaire? La victime. La victime. S'il n'y a pas de victime, on est mal parti. Donc, la victime. Hop. Ensuite, le tueur, donc le meurtrier. Ces 2-là, c'est clair. Et le 3e? Le témoin. Alors le témoin, là, c'est mon personnage favori. Moi, j'adore ce personnage-là. Les personnages principaux dans le canal de la peur, c'est 2 témoins, 2 jeunes filles qui ont assisté à un meurtre, sauf qu'elles ne comprennent pas ce qu'elles ont vu. Elles le comprennent de travers. Vous l'avez lu, le roman? Oui. Donc, aucune des 2 ne ment quand elle fait son récit, mais pourtant, elles se trompent toutes les 2. Dans pratiquement tous mes romans, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a relativement peu, il y en a, mais il y a relativement peu d'indices physiques dans mes livres. Il y en a quand même, parce que c'est quand même pratique, mais souvent, je vais jouer sur des témoignages biaisés. Sauf que, qu'est-ce qui vous empêche d'imaginer une histoire criminelle dans laquelle il n'y aura pas eu de témoin? Vous découvrez un cadavre, il y a des indices, il y a des trucs, il y a des traces, il y a des choses, des bruits, mais il n'y a pas de témoin. C'est tout à fait possible. Donc le témoin, c'est pas lui qui va ici. Le témoin, je l'aime beaucoup. Vous allez voir que si vous voulez l'utiliser, c'est très pratique, ça fait progresser le récit très facilement. Il est facile à utiliser, mais il n'est pas obligatoire. Donc c'est pas lui le 3e ici. Oui? L'enquêteur. Alors l'enquêteur, le policier, on le trouve dans pratiquement tous les récits policiers, et comme on ne le trouve pas dans les miens, ça prouve bien que ce n'est pas obligatoire. Mais c'est vrai que c'est pratique aussi. Raconter une enquête avec un enquêteur, c'est quand même pas compliqué. Donc je le mets également, ça va être un des 2 personnages que vous pouvez utiliser si vous le voulez. Mais lui, là, supposons que vous preniez ces 4-là, le meurtrier, sa victime, un témoin, un enquêteur, tant que vous n'avez pas identifié celui-là, votre histoire n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de suspense. Concrètement, votre témoin a vu quelque chose. L'enquêteur enquête, ben, il ne va pas arrêter la victime, forcément, il va arrêter le meurtrier. Il ne faut pas que ça arrive tout de suite. Le suspect. Le suspect. Voilà. Alors, quand vous lisez un roman, quand vous êtes dans une position de lecteur, le suspect, ben, il est ni plus ni moins intéressant que l'enquêteur, le témoin, le meurtrier, la victime. Vous devez faire attention à tout. En tant que lecteur, tous les personnages apportent leur part de vérité. Mais là, vous allez être dans la position d'auteur. Ce n'est pas du tout la même dynamique. L'auteur, lui, il y a des personnages qui sont faciles pour lui. Le meurtrier, la victime, c'est vraiment pas compliqué. La victime, elle est morte, puis le meurtrier, bah, c'est un salaud, il tue quelqu'un. Bon, des fois, c'est plus compliqué que ça, mais globalement, c'est pas très compliqué de mettre en scène ces 2 personnages-là. En revanche, lui, il est important, et lui, il n'est pas facile à cerner. Il porte une grosse charge pour l'auteur, ce personnage-là. C'est lui qui va créer le suspense dans l'histoire. Si vous n'avez pas de suspect, comme on disait tout à l'heure, ben, les gens qui enquêtent ou les témoins vont tout de suite aller sur le meurtrier. Lui, c'est la fausse piste, c'est l'histoire qui ne fonctionne plus, les soupçons qui ne marchent plus, c'est ce qui nous égare, c'est le doute. C'est ça qui va faire toute la dynamique de l'histoire. Le suspect assure la dynamique du récit policier. Ok ? Maintenant, comment ça va se passer? On va faire... oui, puis les 5 points, je vais... En fait, il y a les après, c'est mieux après. On va faire un petit test, on va faire 2 petites scènes de crime qui vont être complètement différentes, mais qui, vous allez le voir, fonctionnent exactement de la même manière et qui vont vous permettre de distinguer surtout 3 des éléments essentiels d'une scène de crime, et ça va vous montrer comment ça se travaille. Alors, j'ai juste besoin d'un mort.
Oui, tu t'appelles Warren. Bon, donc tu vas pas mourir pour autant. Ah, ne meurs pas aujourd'hui d'ailleurs, parce que j'aurai des ennuis. Attends plus tard. Warren va être mort et ça va se passer ici. Donc il est 4h30, la cloche sonne. C'est pas la peine de vous expliquer ce que vous devez faire, vous vous garochez sur la sortie. Monsieur Larose aussi, il en a marre, ça fait une journée entière qu'il est avec vous, il n'en peut plus, il a juste envie d'aller boire sa vodka. Donc tout le monde s'en va. Bah, ça peut être une bière, hein, pas très important. Tout le monde s'en va. Monsieur Larose s'aperçoit que, pas loin de la sortie, il a oublié son téléphone portable, vraisemblablement sur son bureau. Il revient en vitesse, ça c'est dur, là, il faut vraiment passer à travers les élèves qui se dépêchent vers la sortie. Mais quand il arrive ici, le couloir est presque vide, il ouvre sa porte, il va pour prendre son téléphone, et là, il tombe sur... qui dépasse du bureau, il y a une paire de chaussures avec des leggings gris. Tiens, il s'approche, puis dans les leggings gris, il y a Warren, qui est mort. Et pourquoi est-ce qu'il est mort? Ben, c'est clair, d'abord, il baigne dans une flaque de sang, d'une part, et d'autre part, il a une paire de ciseaux plantés dans le cœur. Oui. Je te souhaite pas que ça t'arrive, ça doit faire mal. Mais dans l'histoire, c'est comme ça. Bon, donc, moment de panique, mais quand même, M. Larose, c'est un enseignant efficace, il ne va pas se mettre à hurler ni à pleurer. Il appelle la direction, qui fait fermer l'école, qui appelle la police, il reste là en attendant que les policiers arrivent. Bon, dans cette histoire, d'ailleurs, il y a des policiers. Les policiers arrivent et ils vont examiner le cadavre. Bon, M. Larose explique en gros ce qui s'est passé. Et évidemment, la première chose qu'il voit, c'est la paire de ciseaux plantée dans le corps de Warren. Sur la paire de ciseaux, il y a un nom écrit. Quel nom? Georges. Georges. Il n'y a pas de Georges en classe. Samuel. Samuel? Ouais. C'est toi? Oui. Il y a le nom de Samuel. Et donc les policiers disent, Samuel, est-ce que c'est un de vos élèves? Oui, Samuel, c'est un de mes élèves. C'est ces ciseaux, vous les reconnaissez? Oui. Puis là, M. Larose fait, ouais, c'est d'autant plus étrange que ce matin, il y a eu une grosse dispute entre Samuel et Warren, et ils ont failli se battre. Il y a quelque chose qui ne marche pas entre eux, c'est bizarre. Les enquêteurs, il ne faut pas chercher midi à 14h, l'affaire est faite, c'est Samuel le coupable. Il s'est disputé avec Warren, puis il l'a tué avec sa paire de ciseaux. Donc on va chercher Samuel, puis on va essayer de l'arrêter. Alors Samuel, il a quel rôle là-dedans? Oui, évidemment, ce serait trop facile qu'il soit le meurtrier. C'est évidemment pas lui. D'ailleurs, on va le prouver, on va lui trouver un alibi. Son alibi n'est pas compliqué. Quand les enquêteurs le découvrent, Samuel est justement près du bureau du directeur. Et quand on vient de l'arrêter, qu'on le questionne, il dit non, mais on lui explique un peu. Warren, 4h30 dans la classe. Et Samuel dit mais non, mais. Il ne peut pas dire vous déconnez, parce que tu ne dis pas ça à un policier, ça ne le mettrait pas de bonne humeur, mais non, messieurs, vous n'y êtes pas du tout. C'est pas possible, je ne peux pas avoir commis ce crime à cette heure-là dans la classe, j'étais pas là. Bon, ben tu étais où? Ben j'étais dans le bureau du directeur. Il m'a appelé. Effectivement, on peut confirmer, à 4h30, à 4h15, le directeur a fait appeler Samuel. Tu avais dû faire une bêtise comme d'habitude, et il t'avait convoqué. Et tu es arrivé au bureau à 4h20. Le directeur confirme que tu n'as pas bougé de son bureau et que quand M. Larose a appelé à l'interphone pour lui signaler qu'on venait de découvrir le corps de Warren, toi, Samuel, tu étais encore là, tu n'avais pas bougé. Donc il est clair que c'est un alibi en béton, tu n'y étais pas, ça ne peut pas être toi. Alors il va falloir qu'on reparte à zéro, plus ou moins. Déjà, vous allez résoudre une petite énigme. Sur les ciseaux de Samuel, qu'on retrouve dans le corps de Warren, il y a des empreintes d'une seule personne. Quelle personne? Samuel lui-même. Il n'y a pas d'autre empreinte. Ça veut dire quoi sur ce qu'a fait le meurtrier? Déjà, on a un indice. Il a mis des gants. Il a mis des gants. Et pourquoi il a pris tes ciseaux? Ben, pour faire croire. Pour faire croire que c'était toi, pour te faire accuser. Donc, petit conseil, si vous voulez tuer quelqu'un, arrangez-vous pour faire accuser quelqu'un d'autre. Ça peut servir. Je ne sais pas ce que sera votre vie plus tard, enfin. Ou alors oubliez, c'est peut-être mieux. Ouais. En tout cas, Samuel est un alibi en or, ça ne peut pas être lui le coupable, mais le coupable lui a volé ses ciseaux. Maintenant, comment le trouver? Il faudrait peut-être examiner la scène de crime un petit peu mieux qu'on ne l'a fait. Jusque-là, mes deux enquêteurs, là, parce que ça marche toujours par deux, c'est comme les couples, ils ont vraiment fait un travail de cochon. Ils ont regardé la paire de ciseaux, ils ont vu le nom, ils se sont arrêtés là. C'est pas très professionnel. Il faut qu'ils examinent la scène de crime de plus près. Et effectivement, en regardant de plus près, ils vont trouver des indices assez intéressants que vous allez interpréter. Est-ce que tu es droitier ou gaucher, Warren?
J'ai pas de préférence. Bon, on va dire droitier. Ouais. En examinant les mains de... Parce qu'ils examinent là, vraiment, les policiers vont faire un boulot un petit peu plus approfondi. Sous certains doigts de la main droite, sous ces trois doigts-là concrètement, il y a des concrétions rouges. Qu'est-ce que c'est? C'est du sang. Ouais, c'est pas du ketchup, non, c'est du sang. En plus de ça, il y a des cheveux châtain clair, d'à peu près 1 ou 2 cheveux châtain clair de cette longueur. Avec ça, mettez-vous à la place de l'enquêteur, mettez-vous à la place de l'analyseur de la scène de crime, qu'est-ce que ça signifie, ça? Oui? Il s'est battu. Il s'est battu, ou il s'est débattu. Qu'est-ce que ça donne comme indication sur à quoi on va reconnaître le criminel? Ben déjà ses cheveux, mais des cheveux châtains de cette longueur, ça peut être plusieurs parmi vous. Quelque chose de plus précis et de beaucoup plus incriminant. Agressif? Pardon? Il est agressif? Ben, il est agressif, mais vous êtes tous agressifs à cet âge-là. À quoi on va le reconnaître? Tu sais, il y a des meurtriers qui ne sont pas très agressifs. Il y a quelque chose qui va le faire reconnaître tout de suite. Une grande force? Non, enfoncer des ciseaux dans quelqu'un, je pense qu'une force normale, ça suffit. Ben, il s'est débattu, mais c'était trop tard. Mais en se débattant, qu'est-ce qu'il a fait, Warren? Le sang qu'il y a sur les doigts. Oui, donc il vient d'où le sang qu'il y a sur ses doigts à lui? C'est pas son sang à lui. Il vient d'où? Ben, de la personne. De l'agresseur. Donc l'agresseur va avoir du sang. Mais sous quelle forme et à quel endroit de son corps? Sur sa tête. Pourquoi sur sa tête et pas ailleurs? Comme perdu des cheveux. Oui, s'il y a des cheveux, c'est que la blessure est à la tête. Si vous avez des cheveux ailleurs que sur la tête, je vous conseille d'aller voir un vétérinaire, c'est pas normal. Donc la blessure est sur la tête, et elle a quelle forme la blessure? Continue, vas-y. Quelle forme a la blessure? C'est pas une plaie, c'est pas vraiment une plaie, c'est... Ben, comme des griffes. Oui, combien? 3. 3. Allez, je vous fais travailler un peu plus. Du côté droit ou du côté gauche? Gauche. Gauche. Pourquoi? Parce qu'il y a des droites gauche. Ben oui, si vous attaquez quelqu'un avec votre main droite, vous le frappez sur le côté gauche. Ou alors vous faites ça, là. Ben, ça fait un peu... non, je crois pas. Ça marche pas. Donc, on sait que l'assassin, le meurtrier, ou la meurtrière, après tout, j'en sais rien, c'est quelqu'un qui va porter du côté gauche de la figure 3 marques rouges et qui a en plus des cheveux, qu'est-ce que j'ai dit? Châtain clair, à peu près de cette longueur. Bon, ben là, il n'y a plus qu'à chercher dans l'école jusqu'à ce qu'on le trouve. Ça, c'est une scène de crime. La deuxième, elle va être complètement différente. Et après ça, on va faire des comparaisons et vous allez en déduire tout ce qu'il faut pour construire une scène de crime. Deuxième seconde avant. Pourquoi on n'a pas fait une recherche d'ADN avec le sang pour trouver l'assassin? Ça aurait été facile. Oui, ben alors les recherches d'ADN, oui, effectivement, c'est facile quand on est au cinéma. Si on est dans la réalité et que, mettons que le vrai assassin, ce soit... toi. Ou toi, c'est bon? Tu as des cheveux châtains, oui. Imagine qu'on trouve ton ADN sur la scène de crime. On va l'envoyer au laboratoire, on va l'analyser et on va trouver ton ADN. Est-ce qu'on va te retrouver, toi? Ben non, comment on ferait? Ton ADN, c'est pas écrit Jean-Pierre Charlin, là, ou Maxime Bernier, je sais pas quoi. Il n'y a pas ton nom écrit dessus. Ton ADN, personne ne sait ce qu'il est, sauf si tu es un criminel récidiviste et que tu figures dans, et que ton ADN a été déjà enregistré et placé dans une banque de données de la police. Sinon, l'ADN ne veut rien dire. Ça peut prouver que quelqu'un est coupable si on a trouvé cette personne avant. L'ADN va confirmer l'accusation, mais ça ne permet pas de trouver quelqu'un, sauf, comme je vous ai dit, si on a un multirécidiviste. Mais autrement, l'ADN, c'est un truc de cinéma. Ça fait chouette, ça fait police scientifique et tout. C'est pas plus scientifique que mon petit doigt, ça marche pas. Donc, ça peut confirmer si, d'une autre manière, on trouve notre coupable. Ok? Donc, deuxième scène de crime, est-ce qu'on tue toujours Warren ou... Ouais. C'est bien, hein? Ça ne te dispense pas de participer non plus. Ok, cette fois, Warren va mourir à la piscine de Boisbriand. Alors, je précise, Warren, c'est un nageur champion. Genre, il fait 100 longueurs aller-retour sans s'arrêter.
Il est bien connu des gens de la piscine, parce que Warren est là, super. Lui au moins, il risque pas de se noyer. Un nageur pareil, ça craint rien. Il y a aussi, toi c'est Samuel. Samuel. Il y a aussi Samuel qui est là. Ouais, à moins qu'on change, non? Bah ouais. Bon, on va changer. Il y a toi, par exemple. Tu t'appelles? Mathéo. Mathéo. Il y a Mathéo, puis... et puis toi, c'est Noah. Alors là, ça fait trois noms à retenir. J'aurais du mal, il faudra me souffler. Donc, ce soir-là, à la piscine, il y a Warren, Mathéo et Noah. Et il y a moi. Parce que moi, j'aime bien aller à la piscine aussi. Bon, qu'est-ce que je fais là? Ça vous regarde pas. J'ai bien le droit d'aller à la piscine quand je d'abord. C'est la dernière heure de la journée. Donc, au bout d'un moment, là, il y a une annonce qui est faite. Mesdames, messieurs, la piscine va bientôt fermer. Veuillez sortir des bassins, vous rendre au vestiaire, vous habiller, repartir. On ferme dans un quart d'heure. Donc, tout le monde sort. Le maître nageur va faire sa petite tournée pour vérifier que tout le monde est bien sorti. Et oui, tout le monde est sorti, sauf Warren, qui est au milieu de la piscine, dans le grand bain, le plus profond, et il flotte sur le ventre, le visage dans l'eau. Donc là, le maître nageur panique un peu, parce que, merde, un nageur pareil, comment il a pu se noyer? Donc le maître nageur panique, il appelle la police tout de suite. Les policiers vont arriver. Avant même de toucher au corps de Samuel, rien que du bord de la piscine, en regardant, il y a un des policiers qui dit « Non, non, là, vous faites fausse route, il ne s'est pas noyé, ce gars-là. Pas possible. » Alors déjà, trouvez-moi pourquoi on peut dire qu'il ne s'est pas noyé, avec le peu que vous savez là. Il n'y a pas de sang, hein, vous faites. Quand tu te noies, l'eau va dans tes poumons, tu coules. Si tu flottes, c'est que tes poumons sont pleins d'air, donc tu n'es pas noyé, par définition. Donc, on sait que Warren est mort, mais pas noyé. Alors peut-être qu'il a une crise cardiaque, peut-être un malaise, peut-être ceci, cela, on ne sait pas. Donc là, on va le ramener près du bord, et on le couche sur le dos, et là, on va voir autre chose, et le policier, même chose, va dire « Ah ben, non seulement il ne s'est pas noyé, mais ce n'est pas non plus un accident, ni un malaise, ni une cause médicale, il a été assassiné, réellement assassiné. » Qu'est-ce qu'ils ont vu comme trace pour dire ça? Bah, il a pu être étranglé au cou. Ouais. S'il a été étranglé, il y aura des traces de strangulation. Alors, violacé, je ne sais pas, il faudrait que je t'étrangle pour voir, mais on va dire que c'est violacé, ok? Donc là, c'est clair que c'est un meurtre. Aucun autre indice, sauf une serviette par terre, et dessus, c'est écrit Matisse. Mathéo. Mathéo. Okay. Ne cherche pas de défiler. Attends, ça peut pas être Noah qui a fait. Non, c'est Mathéo. Il n'y a pas d'autre indice. Ce n'est pas vraiment une preuve, c'est ce qu'on appelle une présomption. Bon, qu'est-ce que la serviette de Mathéo fait là? Peut-être que, on ne sait pas. Donc, les enquêteurs attrapent la serviette, vont dans le vestiaire et demandent est-ce que quelqu'un ici s'appelle Mathéo? Donc, le Mathéo, il fait... ouais. L'air pas trop sûr, quoi, quand même. Ouais. C'est ta serviette? Oui, oui, c'est ma serviette. Est-ce que tu connaissais Warren? Oui, oui, Warren, il est dans ma classe. Est-ce que tu étais dans la piscine cet après-midi? Oui, oui, je me baignais avec lui. Là, tu commences à transpirer un petit peu. Et on t'explique que... parce que toi, ça t'étonne, tu n'as pas vu Warren revenir. Et là, les policiers te disent, il va falloir que tu nous expliques ce qui s'est passé. Tu connaissais Warren. On a retrouvé son cadavre. On a retrouvé ta serviette près du corps de Warren qui flottait dans l'eau. Et il a été étranglé. Et là, tu as Noah. C'est Noah? Oui. Tu as Noah qui était dans le vestiaire, qui se retourne, qui regarde Mathéo, mais vraiment l'air de dire Mathéo, mais quelle ordure ce mec, quel salaud, quel criminel. Alors là, les policiers repèrent le regard de Noah, ils disent Noah, ils demandent ton nom, Noah, comment ça se fait que tu regardes Mathéo comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu aurais vu quelque chose? Et Noah dit, vu, non, pas vraiment, mais ce matin, à l'école, dans un coin de la cour, assez loin, là, je les ai surpris tous les deux, Mathéo et Warren, en train de se disputer. C'était très violent. Ils ont commencé à s'insulter. J'ai eu peur j'ai pensé qu'ils allaient se battre, mais Mathéo s'est simplement contenté de hurler. Là, manifestement, il a pété une coche. Et Mathéo a hurlé Warren, t'es un salaud, je te déteste, tu mérites pas de vivre, je vais te tuer, je te jure, je vais te tuer. Ça, c'est sûr, avant la fin de la journée, je t'aurais étranglé. Tu mérites que ça.
Je sais pas ce qu'il t'en veut, mais... Et là, pour les policiers, ça fait tilt. Warren a été étranglé, et toi, tu l'as menacé d'étranglement le jour même, et on retrouve ta serviette tout près. Il n'y a pas de preuve très très probante, mais c'est quand même ce qu'on appelle 3 présomptions de preuves. 3 qui vont dans le même sens. C'est quand même assez louche, et c'est suffisant pour t'arrêter. Et puis là, le deuxième policier, qui est peut-être un peu plus malin que le premier, il examine quand même un peu mieux la scène, il regarde attentivement Warren qui est allongé là, puis toi, il te regarde attentivement aussi. J'espère que ça va bien marcher avec lui, mon truc. Il te regarde et il dit, non, il dit à son collègue, non, c'est pas bon, on fait fausse route. Matteo, là, c'est pas lui, c'est pas possible. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Peut-être que Matteo n'avait pas genre sur sa main les traces d'étranglement. Ça laisse pas de traces sur les mains de l'étrangleur. Les traces, c'est seulement sur le cou de Warren. Mais t'es pas loin là, tu es en train de... Tu t'approches. Oui? Warren, si on les prend demain sur des dates, quand même, il va avoir des marques sur lui dans des dates. Il aurait pu, mais c'est pas obligatoire. Ça serait peut-être pas une preuve. Moi, je veux que vous me trouviez quelque chose, un détail concernant Matteo, qui prouve que c'est strictement impossible que ce soit lui. Alors on va regarder ça. Si c'est moi, comme je vous l'ai dit, qui ai étranglé Warren, j'ai quand même les mains pas mal plus grandes que celles de Matteo. Donc il est clair qu'il est physiquement impossible que Matteo soit le meurtrier. Son alibi, c'est ça. Il n'a pas d'alibi disant qu'il n'était pas là, puisqu'il y était, mais en revanche, ses mains n'ont pas la taille qui correspond aux marques d'étranglement sur Warren. Donc ton alibi, c'est que physiquement, tu ne peux pas être celui qui a laissé les marques d'étranglement. L'étrangleur, c'est quelqu'un qui a des mains de ma taille. Mais peut-être que M. Larose était là aussi, peut-être que M. là-bas aussi était là, peut-être qu'il y a d'autres hommes ou des femmes qui ont des grandes mains. C'est lequel dans tout ça? Alors, vous allez jeter un coup d'œil à l'arme du crime, c'est-à-dire, sachant que c'est moi l'étrangleur, et vous allez me dire, vous allez trouver un indice qui va me faire condamner. Je vous montre de loin, parce que je ne vais pas passer parmi vous. La bague, et elle a quelque chose de particulier. Est-ce que tu peux quelqu'un peut la décrire en la voyant? Mais comme elle a 2 cercles qui... Exact. C'est pas un anneau, c'est 2 anneaux entrelacés. C'est donc un modèle qui n'est pas très très courant, c'est pas très masculin non plus, et porter une bague au petit doigt, c'est pas très courant non plus. C'est pas pour faire le malin que moi je la porte là, c'est que c'est le seul doigt qui est assez petit pour qu'elle tienne. Donc je ne peux pas la mettre ailleurs. Mais vous verrez, quelles sont les chances pour qu'un soir à la piscine de Boisbriand, il y ait plus d'une personne avec des mains de cette taille-là et une bague formée de 2 anneaux au petit doigt de la main gauche? C'est pratiquement 999% de chances qu'il n'y ait que moi. Donc, c'est moi qui vais être le coupable et on va me trouver grâce à ça. Alors maintenant, trouvez-moi, on sait que le coup de la bague, là, la taille des mains, c'est facile à voir. Le coup de la bague, comment les enquêteurs vont s'en rendre compte en examinant les traces sur Warren? Il va avoir comme une trace plus Oui. importante. Je suis nul en dessin, ça va pas être joli, mais mettons que ça, ce soit les traces de doigts de ma main gauche sur le cou de Warren. Je pense qu'ici, il y aura quelque chose qui a cette forme-là, et qui sera encore plus violet ou encore plus rouge. On essayerait bien, mais non. Donc ça va conduire à mon arrestation. Donc, vous êtes bien d'accord que les 2 scènes de crime n'ont rien à voir. Un meurtre avec une paire de ciseaux dans une école et un étranglement dans une piscine, c'est complètement différent. Et pourtant, ça fonctionne exactement de la même manière, et vous avez 5 étapes. Et je pourrais faire d'autres scènes de crime, si j'y passais la journée avec vous, j'en ferais 10 si vous voulez, elles fonctionneraient toujours de la même façon. Laurent, juste avant, ça c'est vraiment important ce bout-là. Pourrais-tu nous raconter, s'il te plaît, je le tutoie à sa demande en passant, pourrais-tu nous raconter comment tu as écrit la scène de crime du canal d'Appart? Oui, c'est que je me rends. Je regarde jamais l'heure, mais. C'est assez important, honnêtement. Oui, donc pour vous expliquer un petit peu, ça c'est une parenthèse. Les scènes de crime, comment je fais pour me débrouiller pour qu'elles soient correctes.
Dans le cas du canal de la peur, ce que je savais déjà, c'est que je voulais que le meurtre ait eu 2 témoins, donc c'est Sarah et Océane, et ce que je voulais, c'est que chacune des deux ait vraiment vu, apparemment, vu le crime, mais chacune devait le décrire en montrant que c'était l'autre fille, la meurtrière. Donc c'est pas évident. Déjà ça, c'est pas facile. En plus de ça, il fallait que je me débrouille pour que le vrai meurtrier soit quelque part dans le décor, mais sans qu'on le voie et sans qu'il intervienne. Je ne savais pas trop comment faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que je fais ça très souvent avec mes romans. Je suis allé, si vous vous souvenez de la couverture du livre, c'est un vieux pont qui se trouve à Griffintown. Donc juste avant d'arriver au bassin Peel, c'est près du canal de la Chine. Ce pont-là existe. C'est la photographe qui a fait la couverture, a simplement fait une photo du pont, puis elle a rajouté un cadavre en dessous. Donc je suis allé là, et j'ai joué ma scène, je me suis débrouillé pour jouer mes 4 personnages. Alors j'ai d'abord joué Roman, avec ce qu'il voit dans la rue, puis après quand il revient. J'ai joué Sarah, qui revient du vieux port et qui passe sous le pont, qui voit Roman se faire tuer par Océane. Et j'ai joué Océane qui sort de la petite cabane du Canadien national et qui, elle, voit Sarah poignarder Roman, le vieux bonhomme. Donc, j'ai fait mes calculs, je marchais, j'avais imprimé la Google Maps, un plan des lieux, et j'ai fait les allées et venues de chacun. Maintenant, je me trouvais confronté à un problème. Par exemple, l'assassin, où il est pendant ce temps-là? Est-ce qu'il regarde la scène sans rien dire? Est-ce qu'il est caché? Est-ce que... Non, ça ne va pas. Il serait forcément intervenu parce que il sait que Roman détient probablement une preuve qui peut le faire accuser. Donc, il ne faut absolument pas qu'il laisse s'échapper Roman. Donc, il serait intervenu. Pourquoi il n'intervient pas? Je suis là dans le noir, je regarde, il y a le canal, c'est tout noir, il y a les vieux immeubles en destruction, il y a la vieille cahute du CN. Je regarde un peu autour, puis il y avait un mur avec des broussailles, on ne voit pas trop bien le sol. Je me dis, bon, il faut que je trouve un moyen que mon meurtrier, il s'est fait mettre knock-out, il s'est fait assommer, puis il est là dans un coin. Bon, mon meurtrier, c'est un professionnel, c'est un tueur professionnel. Pensez-vous qu'un vieux bonhomme, un vieux itinérant, là, un vieux bum, est capable de neutraliser un tueur professionnel? On n'y croit pas trop, ça marchait pas trop fort, bonne affaire. Sauf que j'ai eu une idée. C'est là que j'ai eu l'idée de l'ancien métier de Roman. Vous vous souvenez de ce que c'est? Ancien champion de boxe. Un ancien champion de boxe, même quand il n'a pas boxé professionnellement depuis longtemps, ça reste un puncher qui peut faire très mal. Et on se méfie d'autant moins de lui, le tueur se méfie d'autant moins que lui, que pour lui c'est juste un vieux débris qui doit même plus être capable de tenir sur ses jambes. Et Roman est capable de le mettre knock-out pendant quelques 10 minutes. C'est pendant ces 10 minutes-là qu'a lieu la scène avec Sarah et Océane. Maintenant, j'avais un autre petit problème. Comment savoir que le sang qu'on trouve sur le mur n'était pas celui de Roman, mais celui de l'assassin? Qu'est-ce que j'ai dû imaginer là? La grandeur. Roman fait une tête de plus que l'assassin. Ça va faire comprendre à... c'est Liviu qui trouve ce truc-là. Ça va faire comprendre à Liviu que l'assassin est un gars qui mesure 5 pieds 2 ou quelque chose comme ça, qui est plus petit que Roman. Même, je dis ça, je sais plus combien, je me souviens plus des chiffres que j'ai donnés, si même je les ai donnés. Mais en tout cas, Roman est plus grand que l'autre. Donc, vu la hauteur de la tache de sang, ça veut dire que c'était pas Roman qui s'était blessé à la tête. Autre chose, le personnage de Liviu, dans le livre, il est travailleur de rue. Il travaille avec les itinérants. Alors que dans les romans précédents, c'est juste un gars il fait des petits boulots comme ça, à droite, à gauche. Il quitte le Québec, il y revient, il est assez instable. Pourquoi j'ai décidé qu'il serait travailleur de rue dans cette histoire-là? C'est pas parce que je me dis, tiens, je vais lui donner un métier. Il y a une raison très précise qui va avoir son importance dans le livre. Parce que quand il parlait avec les itinérants, il trouvait des preuves. Voilà, en parlant avec les itinérants, il arrive à les faire parler et il va obtenir certaines preuves. Or, bon, vous n'avez peut-être pas souvent discuté avec des itinérants, mais ils ne sont pas bavards, et ils sont encore moins bavards avec des gens qu'ils ne connaissent pas, et ils ne sont absolument pas bavards du tout avec la police. La police peut les interroger, ils ne répondront pas. Ils ne veulent pas qu'on intervienne dans leurs affaires, puis si vous ou si moi je vais interroger un itinérant, il m'enverra voir ailleurs. Alors que
le fait que Liviu soit un travailleur de rue qui a déjà travaillé avec eux, il a suscité leur confiance. Et donc, il est travailleur de rue dans mon roman, pas par hasard, parce que ça me permet de lui faire obtenir des renseignements en interrogeant les itinérants. Tout ça, c'est pas pour faire joli, c'est pour montrer que toute ma scène de crime fonctionne. Ça marche bien, c'est plausible, c'est réaliste. Et c'est ce que je reproche à beaucoup d'auteurs de romans policiers, c'est qu'ils ne prennent pas ce soin-là. Ils ont des personnages qui agissent n'importe comment, n'importe où. On ne sait pas pourquoi, c'est pas logique, c'est pas crédible. Donc moi, je voulais que ce soit crédible. Il fallait que Roman soit boxeur. Il fallait que Liviu soit travailleur de rue. Ça ne pouvait pas être autre chose, sinon ça ne marchait pas. Et ça, on va retrouver ça vers la fin de la séance, quand on va parler plus précisément des indices. Il faut que les choses soient plausibles. Les indices qui sont complètement invraisemblables, les trucs qui sont très spectaculaires, mais on se demande ce que ça vient faire là, ça ne va pas fonctionner. Donc je vais revenir là-dessus après. Si j'ai bien compris, quand vous travaillez une scène de crime, vous la reproduisez physiquement. J'essaie. Je ne peux pas tuer quelqu'un, mais j'ai dû des fois modifier des passages de romans après avoir joué la scène de crime. Par exemple, l'introduction de la nuit sort les dents, ça se passait à l'origine, mon histoire, ça se passait au printemps. Et ça se passe dans un parc juste à côté de chez moi. Et le cadavre devait être dissimulé avec... on trouvait le cadavre, la tête dans l'eau, il y a un petit étang, puis il y a des roseaux. Des roseaux, ça atteint cette hauteur-là. Hein, quand c'est bien touffu, ça atteint cette hauteur-là. Mais pas au printemps. Et dans mon histoire, il fallait que ce soit haut comme ça, parce qu'il y a une scène qui est très importante, où justement, un de mes témoins entend quelqu'un qui parle, il pense que c'est l'assassin, il ne le voit pas, mais d'après ce qu'il dit, il pense que c'est l'assassin. Mais s'il le voyait, il comprendrait que c'est pas lui. C'était ça l'astuce dans mon histoire. Et le soir même, après avoir écrit ce chapitre, je descends dans le parc derrière chez moi. Mais on était au mois de mars. Les roseaux étaient comme ça. Ça marchait pas. Alors, j'ai pas changé grand-chose dans mon histoire, mais ça se passe plus au mois de mars, ça se passe fin juin. Les roseaux sont comme ça. Où ça se passe, je ne me souviens plus. J'ai changé la saison. Là, franchement, j'ai oublié en quelle saison c'est les plus hauts, les roseaux. Actuellement, c'est encore pas mal assez haut. Alors, c'était la fin de l'été, disons. Donc, j'ai modifié ça. Vous allez me dire, quel lecteur ça aurait gêné qu'il y ait ce détail faux? Ben, peut-être personne, mais ça me gêne moi. Parce que j'ai dit, mais là, j'ai écrit une chose qui ne tient pas debout. Et ça ne me plaît pas. Donc, pour moi, c'est intéressant de jouer mes scènes de crime physiquement. Ça me permet de mieux comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Alors, j'en reviens à mes 2 scènes de crime. Les 5 étapes. Ouais. Les 2 histoires sont complètement différentes, mais elles fonctionnent de la même façon, en 5 étapes. Que vous allez me dire. La première, qu'est-ce qui se passe au début, dans les 2 cas? On découvre le meurtre. On découvre le cadavre. Et l'erreur, ça consiste à dire, au début, c'est le meurtre. Non, le meurtre, on ne le voit pas, on ne doit pas le voir. Sinon, on l'aura compris trop vite. Mais on découvre le cadavre. Donc, c'est découverte du cadavre. Deuxième étape. Oui. Ben, tu trouves un truc qui te permet d'avoir un suspect. Ouais, donc on trouve un indice qui va conduire vers le suspect. Donc là, ça va être un indice. Bon, ça peut être 2, hein, mais on ne va pas se casser la tête. J'ai ajouté pour me faire plaisir fausse piste, parce que j'aime ça. Oui. Donc on va trouver un indice qui conduit vers un suspect, mais évidemment, on ne le sait pas tout de suite, mais ce sera une fausse piste. Là, gros problème. Qu'est-ce qui se passe? 3e étape. Qu'est-ce qui vient compliquer l'étape Donc 2? on va comprendre que le suspect, c'est... On va comprendre que le suspect est en fait innocent, donc en un mot, il a un alibi. Ce qui fait qu'à partir de là, votre histoire retombe à rien, et il va falloir trouver autre chose pour relancer l'histoire. Cette autre chose, c'est Un témoin? un témoin ou, dans l'histoire de la salle de classe, il n'y avait pas de témoin. Un indice. Un autre indice. Mais on regarde le mot témoin, je vais faire une petite parenthèse. Donc là, on va retrouver un indice, mais celui-là conduit à quoi?
au vrai meurtrier. Avant ma parenthèse, on va finir. La cinquième partie, ben, cet indice permet d'arriver au coupable. On va arrêter le coupable et là on va voir les explications finales. Donc on peut appeler ça le dénouement, la solution de l'énigme, mais explication. L'arrestation aussi. Arrestation, explication. Parce qu'il y a une chose qui va laisser votre lecteur sur sa faim, c'est si on découvre à la fin de votre histoire qui est le meurtrier, mais on ne sait pas quel est son mobile, on ne sait pas pourquoi il a tué sa victime, c'est frustrant. Donc, je ne sais pas si vous arriverez à relire ce que j'écris. Arrestation, explication. Donc explication, c'est, j'aurais pu écrire mobile, c'est moins long. Explication du crime. Le mobile, c'est vrai, le mobile. Voilà, le mobile. Mobile, ça fait bien, ça fait plus. On l'a vu en classe, c'est pour ça que je vais. C'est quoi le mobile? J'avais dit que je faisais une parenthèse. Oui, on a à dire des choses sur les indices, les premiers types d'indices. Oui, mais je voulais faire une parenthèse sur autre chose, puis j'ai oublié. C'est ça, je ne prends pas de notes. Un témoignage est aussi un indice. C'est bon, c'est bien, lui, il écoute ce que je dis. Oui, c'est ça, tu parlais de témoignage. Effectivement, quand on écrit indice, donc attends, je vais souligner indice, parce que ça, c'est... Là, on touche à quelque chose de vraiment essentiel sur la construction de la scène de crime. Un indice, ça peut être un objet, un téléphone portable qu'on trouve par terre, une paire de ciseaux, une bague qu'on retrouve ou une boucle d'oreille qu'on retrouve dans la main de la victime, etc. Ça peut être un objet. Ça peut être une trace, des traces de pas dans la neige, des traces de sang sur le mur, des traces de... Quand on tire sur quelqu'un à bout portant, on peut le savoir parce que ça laisse des traces de poudre. J'ai oublié. Hein, ça laisse une brûlure. Si on tire à 1 mètre, c'est pas la même blessure, et si on tire à 15 mètres, c'est encore pas la même blessure. Donc ça, c'est une trace. Donc ça peut être un objet, ça peut être une trace, mais un témoignage, pour moi, je considère que c'est un indice également. C'est juste un indice qui n'est pas physique. Dans l'histoire de la piscine, il y a un témoignage qui est celui de Noah qui dit, j'ai entendu, je ne sais plus qui, là, qui se disputait, puis qui s'est dit, je vais t'étrangler, je ne sais plus quoi. Donc c'est un témoignage, mais c'est quand même un indice. Donc un indice peut être un témoignage, un objet, un objet physique, ou une trace laissée par un objet ou quelqu'un. Tout ça, c'est témoignage. Donc, des indices, on en a là et là. Et ça fonctionne, oui, je le reprécise, je viens peut-être de le dire, mais j'ai oublié. Ces 5 étapes, quel que soit ce que vous allez choisir comme personnage, comme crime, comme explication du crime ou n'importe quoi, ça va fonctionner comme ça. Votre texte va être conçu en 5 parties, et ce sera les mêmes 5 parties pour tout le monde. Évidemment, un romancier peut utiliser un autre procédé. Mais là, dans le cadre de l'atelier, là, vous êtes sûr que vous êtes en plein dans un schéma qui fonctionne. Et pourquoi les soulignants rouges et 2 mots indices? Parce qu'il y a 2 fois les indices et il ne faut pas les mélanger. Est-ce que... Donc là, on va toucher de plus près à la technique de la scène de crime. Les indices qui conduisent au suspect, les indices qui conduisent au coupable, c'est évidemment pas les mêmes, sinon ça va vous faire des sacrées complications, mais est-ce qu'on peut les trouver dans n'importe quel ordre? Alors physiquement, dans la réalité, oui, mais dans votre histoire, est-ce qu'on peut les trouver? Est-ce qu'on peut concrètement trouver les indices qui conduisent au coupable d'abord? Ben non, c'est idiot, vous perdez tout suspense. Donc il faut absolument que ces indices-là, ceux qui conduisent à la fausse piste, il faut que vos enquêteurs, que vos personnages les trouvent avant ceux-là. Pour ça, et ça c'est extrêmement important, sinon votre scène de crime ne tiendra pas debout, il faut absolument que ces indices-là soient plus utile. Ah bah non. Plus frappant, plus visible. Donc ces indices-là, c'est absolument nécessaire qu'ils soient très visibles, évidents, frappants. J'aime bien ça. Parce que ça expliquera qu'on les trouve d'abord. Le coup de la serviette par terre avec les menaces de mort, c'est évident. Alors qu'au contraire, la petite marque rouge de la bague sur le doigt, sur la trace de doigt, c'est extrêmement discret. Donc les indices qui conduisent au coupable, eux au contraire, doivent être très discrets, peu visibles. Et ça, il faut vraiment que vous fassiez attention à ça, sinon votre scène de crime ne sera pas crédible. Je suis dans les temps. Oui, mais il vous reste à parler de... Tu sais, dans un garage, en oui, les lieux. Ok. Donc ça, c'est le schéma, ça peut servir d'ailleurs de schéma narratif.
Et ça va fonctionner, quelle que soit votre histoire, quels que soient vos personnages, ça fonctionnera comme ça. Ça, c'est très important, ne l'oubliez pas. Maintenant, ce serait bête que vous fassiez tous la même histoire. Oui? Est-ce que les indices du coupable créent à la place du suspect, mais on trouve un alibi, on croit que c'est pas lui? Ça va être beaucoup trop complexe. Ça peut marcher si vous avez 150 pages à votre disposition pour construire un roman où il y a des trucs qui sont faux, puis c'est encore faux, puis refaux, puis encore faux. Mais là, vous n'aurez pas de place. Restez dans le classique. Votre suspect, ça ne doit pas être le vrai coupable. Sinon, ça va être trop compliqué. Si chez toi, tu as envie d'écrire des romans policiers, fais tout ce que tu veux. Plus c'est compliqué, mieux c'est. Mais là, dans le cadre de l'atelier, de ce